Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reste sur Sarreguemines pour prendre un grand bol d'air et de verdure. Direction le jardin des Faïenciers, un écran de nature niché au cœur d'un ancien site industriel. Lors d'un précédent épisode, nous vous avions emmené à la découverte du moulin de la Blise, le musée. Cette fois, c'est l'extérieur qui nous intéresse. Un jardin remarquable installé autour des vestiges du moulin où la nature dialogue avec l'histoire. Suivez-moi dans cette promenade à travers un jardin plein de charme. Mais avant de vous en montrer plus, rejoignons Marie-Morgane à quelques pas de là. Regardons. Chers parents, aujourd'hui j'ai cherché un peu de fraîcheur. Je me suis rendue au glacier Le Bounty, présent à Sarreguemines depuis 1987. Au départ, ce n'était pas vraiment un glacier. Pascal Fromm, le gérant, y proposait uniquement des jus de fruits frais et des sandwichs. Au fil des années, son identité a évolué. Un client a demandé un jour des crêpes, il a ajouté des crêpes à la carte. Puis on lui a demandé des glaces, il a ajouté des glaces. Des produits qui sont devenus désormais la marque de fabrique du Bounty. Virginie travaille ici depuis 26 ans. Elle a aussi vu évoluer sa carte et sa clientèle. C'est la troisième génération maintenant des jeunes qui viennent, des jeunes que j'ai servis dans le temps avec leur sac à dos et qui sortaient de l'école. Maintenant, c'est leurs enfants qui viennent et des fois, ils me disent « Oh, tu connais ma mère ?» Donc, c'est vraiment intergénérationnel. En hiver, 4 employés complètent l'équipe. En été, il y a jusqu'à 11 personnes. Moi, ça fait 8 ans que je travaille et je pensais pas rester. C'était un job d'été. Et du coup, maintenant, ça fait 8 ans. Et en fait, c'est le contact avec la clientèle. On s'attache beaucoup aux personnes. Ça devient comme notre famille, quoi. Et voilà. Après, c'est le décor aussi. Le décor qui ne passe pas inaperçu est l'identité de l'établissement. Au départ sur la thématique des tropiques, il a ensuite été dédié aux pirates. Aujourd'hui, c'est l'ère industrielle et steampunk qui fait son apparition. Bonjour Fabrice Doridan. Bonjour. Vous êtes jardinier depuis 15 ans ici au Moulin de la Blise. Oui, tout à fait. Le jardin tire son nom car il a été aménagé sur les friches du site du Moulin de la Blise. Alors en 98, il s'appelait d'abord le jardin des ruines. Et après en 2009, le jardin tel qu'on le connaît aujourd'hui ouvre ses portes. Vous étiez donc là un an après l'ouverture. Est-ce que vous pouvez me raconter comment le paysagiste Philippe Niez a conçu ce jardin ? Alors, on va dire son fil rouge, ça a été déjà de respecter le passé faïencier du site. Alors, en fait, il s'est approprié le site. Et par exemple, dans différents jardins, il a pris la faïence qui était présente et il l'a sublimée. Par exemple, dans le sous-bois, qu'on ira voir un peu plus tard, vous avez une mère de testons qu'il a gardée et il a planté une végétation adaptée dessus. Pareil pour le jardin des meules, vous avez des meules qui étaient un peu, on va dire, dispersées sur le site. Il les a rassemblées et il a créé un jardin autour des meules. Et vous avez également les ruines que vous voyez ici. Alors là, on a planté une grande collection de rosiers Diane. Donc ça, c'est des rosiers qui sont très, très exubérants. Et ce sont eux, en fait, qui vont sublimer les ruines qu'on a là derrière. Et vous êtes à combien maintenant à travailler dans ce jardin? Vous n'êtes pas tout seul, je suppose? Non. Alors pendant 15 ans, on a travaillé à 2 sur le site. Et là, tout récemment, on a une 3e personne qui est venue renforcer l'équipe. D'accord. Et vous avez même un 4e aide, le robot tondeuse, non? Alors tout à fait, oui, on a un petit robot alors, qui tond vraiment parfaitement et qui est vrai, nous rend bien service. D'accord. Donc c'est pas évident de gérer une telle surface. Donc vous me l'avez dit avant, c'est 5 hectares sur le site. Quelles sont vos méthodes de travail? Alors tout d'abord, ici, dès le départ, dès la construction du jardin, on n'a jamais utilisé de produits phytosanitaires. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va essayer vraiment de faire un peu ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes de travail qui vont éviter d'avoir de travail supplémentaire.
C'est-à-dire, en ce moment, vous voyez, vous avez des plantes qui ont fleuri, qui font des graines. Donc nous, on les supprime toujours avant qu'elles ne grainent. Parce que si vous les laissez grainer, forcément, c'est déjà des plantes et du travail pour l'année prochaine. Ensuite, on utilise des méthodes comme le paillage. Donc le paillage, ça consiste à mettre une couche de matériaux sur le sol. Et ça va, d'une part, empêcher la levée des mauvaises herbes, des adventices, et en même temps, ça va garder l'eau. Vous voyez, il y a pas mal de petites méthodes comme ça qu'on emploie dans tout le jardin qui nous font gagner du temps. D'accord. Et est-ce qu'il y a une période morte au jardin? Alors, non, pas du tout. Okay. On va dire que le 1er janvier étant férié, le 2 janvier, ça démarre. Justement, on s'attaque aux monstres qui sont derrière, les rosiers lianes, hein, qui sont vraiment exubérants. Et donc, on commence à tailler les rosiers lianes, puis après, c'est le tour de la glycine. Après, ce sera le tour des chênes. Et puis, comme on a énormément d'arbustes dans le jardin, donc la taille nous prend vraiment beaucoup de temps. D'accord. Puis après, ça change. Là, après, la saison s'enchaîne. Ce sont les plantations, c'est le désherbage, c'est la tonte. Voilà, jusqu'à l'année prochaine, de nouveau, et on recommence le cycle. Donc, vous n'êtes jamais au chômage technique? Jamais. Ouais, merci. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous et sur votre équipe, on va s'intéresser à un autre personnage qui aime lui aussi jouer avec les décors. Il s'agit d'un réalisateur. Regardez. Je suis sargueminois. Je m'intéressais un peu aux histoires criminelles quand j'avais 12-13 ans. Je lisais les Sherlock Holmes, je regardais des séries à la télé et j'avais envie, pas tout de suite de filmer, mais de faire des bandes dessinées. Je ne savais pas dessiner, et alors je me suis dit, je vais prendre une caméra. On m'a prêté, un photographe de la ville m'a prêté une caméra 8 mm et j'ai commencé à tourner, puis ensuite après en Super 8. Et mes premières histoires, c'était un peu des petites affaires criminelles comme ça que je filmais, où je me mettais en scène. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire des histoires beaucoup plus développées. Et le premier film qui a eu un peu de succès, qui était présenté en OFF à Cannes, c'était en 1982, c'était le film L'Épreuve. Il y avait une certaine fierté, et puis aussi, le but, c'était de faire un film de qualité professionnelle. Alors, on en était loin, puisque j'étais moi le réalisateur, je produisais le film, je faisais l'image, etc. J'étais un peu l'homme orchestre. Ce n'est qu'après que j'ai rencontré des professionnels qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont permis, depuis lors, après le film L'Épreuve, de faire des films en qualité professionnelle. Bien sûr, quand j'étais ado et j'avais envie de faire du cinéma, mais mon père était dans le métier, il était avocat, donc il m'a laissé sa place et il m'a dit, tu sais, tu pourras toujours faire des films. En fait, c'est faux parce qu'on ne peut pas faire les deux de manière professionnelle, enfin en tout cas des longs métrages. Donc j'en suis resté au court métrage, j'ai exercé mon métier d'avocat et j'ai arrêté il y a 2 ans pour me consacrer entièrement au cinéma avec une nouvelle société de production de films de long métrage. Ce que j'aime, c'est écrire l'histoire. Écrire une histoire, imaginer une histoire, l'écrire, en faire un scénario et après se battre pour que cette histoire se réalise. J'ai pas de genre particulier. Il est vrai que quand on regarde mes films, souvent c'est des thématiques de faits divers, de faits d'actualité, de faits de société surtout, puisque j'ai traité de l'adultère, de l'inceste, de la duplicité des personnages dans les films. Donc j'ai toujours une espèce de thématique qui est un peu récurrente. Je vais de temps en temps au cinéma, je ne peux pas dire que je suis cinéphile. J'adore voir des films, je suis un public facile. Très peu critique, je regarde les films avec plaisir, point. Si on me demande pourquoi je fais des films un peu crimi, c'est le terme peut-être en Allemagne, on appelle ça crimi, c'est parce que je rêvais, quand j'avais 13 ans, de devenir détective privé. Et j'ai demandé à mes parents de me payer des cours
dans une école de détective privé en Belgique, qui s'appelle le CIDEPOL, Centre national d'études policières. Si j'avais mon BEPC, j'ai eu mon BEPC, ils m'ont payé les cours, ça a duré 1 an, c'était des cours par correspondance. Et au bout d'1 an, j'ai eu mon diplôme de détective privé, ma carte de détective privé. Et je crois que le cinéma, et de vouloir reconstituer aussi la vie au cinéma, c'est quelque chose qui, moi, est important, c'est la relation humaine, la relation avec les autres, et puis voir la vie, la nature, les paysages, les choses qu'on, finalement, dans la vie tous les jours, quand on travaille, on ne s'en rend pas compte, mais maintenant, de plus en plus, évidemment, c'est de profiter des choses et de la vie. Je suis très attaché à une citation de Fellini qui dit « Faire des films, c'est comme faire l'amour. Chaque jour où on ne tourne pas est une journée de perdu. » Alors on s'est enfoncé un peu plus loin dans le jardin, au niveau de ce que vous appelez le jardin des feuillages. Pourquoi cette appellation? Alors, plus précisément, le jardin des grands feuillages, parce que vous pouvez voir, vous avez des plantes qui ont des feuilles particulièrement exubérantes. Alors pourquoi justement ces plantes peuvent avoir des feuilles d'une si grande taille? En fait, parce que ce lieu est particulièrement humide. Donc l'eau est un élément dont elles disposent à foison. Donc elles peuvent particulièrement se développer. Et vous voyez, c'est tout l'inverse. Par exemple, quand on va dans le désert, il y a très peu d'eau. Et donc les plantes, elles vont avoir des feuilles de plus en plus petites, un peu comme les cactus. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme autres plantes, fleurs, arbres ici? Alors ici, vous avez plusieurs plantes très intéressantes. Vous avez ce qu'on appelle le Rodgersia. Alors le Rodgersia, c'est ce qui ressemble un peu à, on va dire, une feuille de marronnier avec une texture un peu de cuir et qui a de jolies floraisons, très très vaporeuses. Et vous avez là une plante qui est un petit peu emblématique du jardin. C'est ce qu'on appelle l'alchémie. Alors l'alchémie, c'est une plante magique. Alors si vous regardez de près, elle a la capacité de conserver les gouttelettes d'eau sur les feuilles. Et en fait, les alchimistes, qui étaient donc des mages sorciers du Moyen-Âge, pensaient qu'en récoltant ces gouttes d'eau à l'aurore, on pouvait trouver la recette pour changer le plomb en or. Ah bon? Voilà. Tout simplement. Et en fait, dans tout le jardin, vous avez la métaphore de l'alchimie qui a été distillée par l'architecte. Alors, on n'en a pas un, mais je crois que vous l'avez déjà pris en plan en coupe. Vous avez les lys Martagon aussi, qui ont un bulbe en jaune d'or. Et pareil, les alchimistes pensaient aussi que c'était une plante qui avait des propriétés magiques. Alors, un peu plus bas, vous avez des arbres qui sont majestueux. Alors, c'est ce qu'on appelle le cyprès chauve. Alors, pourquoi chauve? Tout simplement parce qu'à l'automne, avant que le feuillage tombe, déjà, ils prennent une jolie couleur un peu rouille, puis après, il n'y a plus rien sur l'arbre. C'est un des rares conifères avec le mélèze et le ginkgo biloba à perdre ses feuilles. Et après, vous avez un lit de fougères, donc qui est vraiment une mer très très impressionnante. Oui, c'est vraiment très beau, hein. Moi j'adore cet endroit. Alors souvent, on accueille les jeudis pendant la belle saison, les scolaires. Et souvent, le premier mot qui spontanément sort de la bouche d'un enfant, c'est la jungle. Oui. Pour eux, vous voyez, c'est un peu la jungle. Et ce qui est intéressant dans ce jardin, d'ailleurs, c'est que vous avez plusieurs ambiances. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou astuce aux jardiniers du dimanche pour entretenir leur jardin chez eux à la maison? Alors déjà, bien proportionner son jardin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vous voyez, il faut connaître ses limites. Il ne faut pas faire un jardin trop grand. Il ne faut jamais être esclave de son jardin. La première chose, à mon avis, c'est prendre plaisir à ce qu'on fait. Vous voyez, c'est une fois... Et surtout, de tenter des expériences. Rater, c'est absolument pas grave. C'est souvent en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis surtout, une dernière chose, les plantes, c'est des êtres vivants. C'est du végétal, il faut vraiment le respecter. Vous voyez, donc éviter d'utiliser les produits chimiques qui vraiment ne servent à rien et qui endommagent l'environnement. Ok, merci pour ces conseils. Le jardin est tellement beau qu'il est plébiscité par de nombreux photographes pour réaliser les photos de mariage ou de communion. J'ai moi-même fait les photos de communion de ma fille ici. Le rendu est vraiment tip-top. Je n'ai pas posé la question avant, mais est-ce que vous êtes originaire du secteur? Alors moi, j'habite à Remelfin, juste à côté de Sarreguemines. D'accord. Alors, est-ce que vous parlez le plate? Alors, je ne le parle pas vraiment, mais je le comprends un peu. D'accord, donc vous n'avez pas d'expression favorite? Non, en place. D'accord, je vous propose tout de suite d'aller en découvrir une. Regardez.
Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Non. Essayez voir. Merluzen, Emolz. Nice drive, non, non. Ça s'arrêtera là. Pas du tout, rien du tout. Non. Alors, Merluzen, Emel, Ermele, Nacht Driven Gehen. Alors, ça veut dire la nuit porte conseil? Ça doit être ça. C'est ça, ouais. Ah oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va laisser passer une nuit. À peu près? On va laisser passer une nuit, oui. Oh, on va laisser. Oui, oui, si. Ah non, ça c'est pas juste. Hein. Ce n'est pas juste. Regarde, il marque. Comment c'est déjà? Et la nuit porte conseil, mais c'est pas du tout pour ça. Oui. Non, non. Ça veut dire qu'on laisse passer une nuit pour réfléchir à la décision. C'est la traduction. Non, 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 non. On va laisser passer une nuit pour réfléchir. C'est ça la traduction. C'est la nuit. Pardon? La nuit porte conseil. Oui, oui, ça veut dire à peu près la même chose. Merlosen mal Nacht drüber gehen. Ja, ich habe verstanden. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? On laisse passer une nuit. Voilà. La nuit porte conseil. Oui, je ne l'aurais pas dit comme ça. Je l'avais en patois dans ma tête. Et c'était ça, la nuit porte conseil. Oui, oui, c'est vrai. Alors on l'a dit avant, ce jardin a été créé sur les ruines du moulin de la Blise. Vous avez souhaité conserver au maximum les éléments de ce patrimoine faïencier, comme ces meules par exemple. Alors est-ce qu'elles viennent vraiment de Sarreguemines? Oui, tout à fait. En fait, ces meules que vous avez là devant vous, elles étaient dispersées sur le site. Et en fait, l'idée de l'architecte, ça a été de les rassembler dans un jardin et de leur rendre hommage. Alors en fait, vous avez aussi la métaphore du feu qui s'exprime là. Vous aviez, alors malheureusement, ils viennent juste de faner, mais ce sont les plantes que vous avez là, qui, il y a encore la semaine dernière, en fait, quand elles fleurissent, ça ressemble un peu à des torches, vous voyez, à des flammes. Et donc, ils voulaient rappeler ceci. Et vous avez également c'est un jardin un peu musical, puisque vous voyez, quand vous marchez sur nos tessons, oui, ça fait de la musique. Un petit son, une petite musique. Et si vous regardez bien la couleur des tessons, ils sont tous dans les tons gris, bruns. C'est pour rappeler la cendre, vous voyez la cendre que fait le feu. Ah oui. Donc vous voyez, c'est un jardin qui est vraiment... l'architecte a vraiment élaboré son projet de façon vraiment très très précise. Effectivement. Et ce jardin des faïenceries, on l'a dit, c'est un hommage au passé industriel de Sarreguemines. Il en reste de nombreuses traces, pas seulement ici sur le site du Moulin de la Blise, mais aussi au centre-ville. Focus en images sur le passé faïencier de la ville. Regardez. Voici une artère très utilisée par les automobilistes. Le boulevard des Faïenceries est pourtant bien jeune dans l'histoire de la ville. Son nom rappelle qu'ici, depuis le pont des Alliés jusqu'au rond-point, s'étendaient les usines numéro 2 et 3 des faïenceries. Les bâtiments et le mur des usines arrivaient jusqu'en bord de Sarre. Celle-ci était une véritable mer intérieure sur laquelle transitaient les matériaux nécessaires à la production dans les différentes unités. Il était alors bien difficile, à moins d'être faïencier, d'accéder aux berges de la rivière. Il est le seul rescapé de la trentaine de fours que possédait la faïencerie de Sarreguemines, construit vers 1860 en même temps que l'usine numéro 3 qui se trouvait là. Chaque cuisson durait entre 60 et 70 heures, nécessitant ainsi 9 tonnes de charbon. C'est un four de type bouteille. Il faut imaginer des enfilades de 3 fours comme celui-ci. Ils étaient reliés par un canal souterrain à une cheminée qui assurait le tirage. À la fin du XIXe siècle, ce genre de bâtiment était appelé une folie, un petit pavillon voulu par Paul de Geiger, aussi beau qu'inutile. Porte d'entrée pour les ouvriers des faïenceries, le pavillon ne dispose que d'une seule pièce qui a servi de bureau à son propriétaire, mais pas seulement.
On raconte que le directeur des faïenceries en a usé pour bien d'autres affaires que son travail. De son balcon, Paul de Geiger pouvait à loisir voir passer les ouvrières et il n'est pas exclu que l'une ou l'autre, qu'il trouva à son goût, ait été invitée à monter. Voici ici dans le potager du directeur, donc il habitait vraiment au plus près de la production. Est-ce que c'était réellement son jardin? Oui, tout à fait. Dès l'origine, il avait son terrain, son potager ici, et il avait également une partie derrière la maison. Alors comme la terre a été énormément travaillée, c'est certainement l'endroit où la terre est la plus souple et la plus fertile du jardin. Et qu'est-ce que vous avez planté ici alors? Alors on a des légumes bien sûr, une petite collection de petits fruits et on a également des plantes aromatiques qui sont disséminées tout le long. Alors on accueille des scolaires durant la belle saison, donc on a essayé d'avoir vraiment une collection d'aromatiques avec des odeurs un petit peu singulières. Vous voyez celle-ci par exemple, elle a une forte odeur de chewing-gum. Ah oui, il faut la frotter un petit peu entre ses doigts avant. Vous la frottez un petit peu et normalement vous devez... Ah oui. Et un peu plus loin, vous allez voir, on en a une qui sent l'olive. Vous voyez, on a vraiment essayé d'avoir une petite collection de plantes comme ça un petit peu marrantes pour justement faire découvrir les enfants, les faire sentir et les amener un peu à découvrir le jardin. Et ils peuvent déguster aussi? Tout à fait. Alors effectivement, là on a un groseillier, la nature a été généreuse cette année. Ouais. Il est vraiment, regardez voir, il a des branches qui sont recouvertes de fruits. Ah oui. Et alors ça c'est mon péché mignon en plus, là, je mange ça comme des bonbons. Elles sont vraiment délicieuses. Et en plus elles sont vraiment effectivement bien grosses. Et bien sucrées. Donc, comme nous sommes dans le jardin, c'est l'endroit idéal pour lancer notre rubrique cuisine. On va voir ce que nos deux cuisinières du jour nous ont préparé. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous faire une panna cotta aux fruits rouges. J'adore ça. Ah ouais, t'adores ça? Pour cela, il faut 600 g de crème liquide entière, 2 g d'agar-agar, 100 g de sucre, 150 g de fruits rouges, 50 g de sucre et une cuillère à café d'arôme vanille. On a commencé à mettre la crème liquide à bouillir. Donc on va rajouter le sucre. Et ensuite... les 2 g d'agar-agar. 2 g, c'est pas beaucoup. Et ça suffira. Et une cuillère à café d'arôme vanille. Hop. Hop là, c'est bon. C'est bon. On va remuer tout ça. Et on va attendre que ça boue. Quand ça va bouillir, donc on va mettre un chronomètre de 1 minute. Et à partir de là, on va laisser refroidir la crème avant de la mettre dans les ramequins. Donc là, on peut lancer. On dirait du poivre. L'agar-agar. L'agar-agar? Ouais. Donc on va couper. Et voilà. Et donc là, on va laisser refroidir. Parce que si on ne laisse pas la crème refroidir, en fait, elle ne va pas pouvoir figer correctement dans le frigo. Pour faire le coulis, on va mettre d'abord les fruits rouges. Et après, on mettra du coup le sucre. Et on va faire mijoter ça à feu doux. Et à partir de l'ébullition, on va laisser refroidir pour après les mixer et les faire passer dans un tamis pour enlever les pépins. Alors nous avons fini le coulis. Et donc du coup, on va le laisser refroidir pour après qu'on puisse le mixer. Donc notre crème de panna cotta est assez froide, elle est tiède. Donc on va remplir nos ramequins. Donc on va les mettre aux 2/3 de la hauteur. Donc, comme ceci. Donc, je te laisse faire les autres. On les met 4 heures au frigo pour que ça fige. Et après, on mettra le coulis. On va verser le coulis des fruits rouges dans un bol. Je te tiens la casserole? Oui, s'il te plaît. Vas-y.
Donc par la suite, on va mixer les fruits rouges pour après les passer dans le tamis. Attention, ça gicle. Si vous avez chez vous un récipient beaucoup plus haut, mettez-le, ça évitera que ça vous éclabousse de partout. On va tamiser le coulis donc pour enlever tous les pépins. Donc on a un très beau coulis par la suite. Vas-y, n'hésite pas à appuyer. Normalement, ouais voilà. Ça va venir. Ouais voilà, ça sort. Super. Donc nos panna cotta ont figé. Donc, maintenant on va mettre le coulis de fruits rouges qui va au-dessus. Donc vous prenez une louche ou même à la cuillère à soupe, ça va très bien. Et vous mettez au-dessus, de sorte à ce que ça recouvre correctement. Il faut juste mettre un tout petit peu au frigo le temps que le coulis devienne froid, et c'est bon. Enfin quelque chose qu'on peut manger tout de suite. Bon appétit! Bon appétit à tous! Alors nous voici maintenant dans le sous-bois, c'est un endroit un petit peu magique je trouve, et vous vouliez m'en dire quelques mots. Oui, alors en fait ça a été une très bonne idée de l'architecte. Alors en fait ici, donc sur le site, 1969, fin de l'activité sur le site. Donc ici c'est devenu une véritable forêt, impénétrable, une véritable jungle. Et en fait, l'idée de l'architecte, ça a été quoi? Ça a été de garder les plus beaux arbres, ceux qui avaient vraiment un port un petit peu architectural, et de planter à la base une végétation à dominante blanche. Alors au printemps, on a une mer de narcisses des poètes et diverses vivaces. Et au tout début de l'été, vous avez une collection d'hydrangeas. Donc vous voyez, c'est des hydrangeas qui font des fleurs blanches. Alors pourquoi le blanc? Alors c'était justement pour rappeler, on va dire, la blancheur du tesson. Et également pour imiter le halo que fait la lumière en transperçant la cime des arbres. Alors, il y a aussi une politique qu'on mène dans ce jardin, c'est qu'on va utiliser les plantes spontanées. Et là, vous avez un bon exemple, juste à côté de nous. Vous avez cette plante-là qui est donc blanche, la valériane, et qui en même temps est une plante officinale. C'est la valériane officinale, donc une plante qu'on utilise quand on est adulte, pour le stress ou pour mieux dormir. D'accord. En tisane alors ou comment? Tout à fait, en tisane. On utilise souvent la racine, mais on peut utiliser également les sommités fleuries et les tiges, mais principalement la racine. Oui. D'accord. Voilà. Et elle rentre parfaitement dans le cadre du jardin, c'est-à-dire que les plantes spontanées, lorsqu'elles ont un intérêt esthétique, comme c'est le cas là, et doublé en plus d'un intérêt soit médicinal, soit historique, eh ben on va les laisser dans le jardin. Conserver. Ok. Nous accueillons à présent Christiane Eckel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la 6e adjointe en charge, entre autres, du fleurissement et des espaces verts. La ville de Sarreguemines a obtenu une double fleur d'or. Cette distinction est-elle importante pour la ville? Eh bien, effectivement, cette distinction est énorme pour la ville parce qu'elle félicite effectivement les jardiniers pour leur fleurissement, pour leur prise en compte du développement durable, pour la gestion de leurs plantes aussi, de planter des fleurs qui sont moins énergivores en eau. Et donc c'est tout sur l'entretien de nos arbres, sur le jardin aussi, puisqu'ils viennent faire un tour au jardin et c'est ce qui leur plaît énormément. Voilà, donc depuis 2009, nous sommes 4e fleur depuis 2009 et nous avons obtenu en 2018 la 2e fois la fleur d'or. Ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'on est la seule ville dans le Grand Est à l'avoir obtenu. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc c'est une belle gratification. Ah, c'est une très belle gratification pour la ville. Oui, tout à fait. Et le jardin, quant à lui, est classé jardin remarquable. Il a aussi été sélectionné par Stéphane Bern pour concourir au titre du plus beau monument de France. C'était une fierté pour vous, là aussi? Ah bah aussi, c'était une fierté. C'était une belle aventure avec Stéphane Bern. On a bien rigolé. C'est vraiment une personne charmante. Oui. Effectivement, le jardin lui a beaucoup plu. Effectivement, nous étions en 9e position par rapport au monument préféré des Français. Sur 21, il me semble. Sur 21. Bon, donc c'est déjà une belle place. C'est
très belle place, je dirais même. La ville peut être fière, comme nous sommes fiers de notre beau territoire. Et pour la mettre en lumière, retrouvons notre ambassadrice de charme, Sandrine. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et on se retrouve aujourd'hui à Beach sur le marché du mercredi. Alors, je suis en compagnie de, vous m'avez pas donné votre Philippe. Philippe, Du Peanut Burger. enchanté Philippe du Peanut Burger. Alors, j'ai deux petites questions pour vous, ça concerne un petit peu le territoire de Sarreguemines Beach. Cette fois-ci, j'ai ciblé un petit peu plus sur Beach comme on est sur le territoire. Et j'ai une première question. Oui. Alors, je vais vous montrer une photo et je vais vous demander quel est le nom de ce jardin créé à Beach en 2003 au pied de la citadelle. Jardin pour la paix. C'est ça, exactement. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Oui, plusieurs fois. Ouais, Ouais. il est chouette hein, comme Il jardin. y a les repas le vendredi soir. Oui, l'été, c'est vrai, Super c'est sympa, vrai. ouais. Ah bah c'est cool. Et j'ai une deuxième question. Oui. Alors, vous qui êtes un petit peu dans la gastronomie, c'est une question qui concerne un aliment, enfin on va dire. Alors, c'est le Valdi. Est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question à choix multiple. Est-ce que c'est une forêt de très petite surface, une plante sauvage ou un chien de grande taille? C'est une plante sauvage. Elle est aussi appelée Waldmeister, du coup le nom en entier, Je connais bien. ou aspirule odorante. Et puis bon, en général, c'est une plante qu'on infuse. Oui, je connais. On va pas qui dire se boit. pourquoi, mais qui se boit. Très frais l'été, Ouais, c'est ouais, très voilà, bien. voilà. J'avais une autre question à Oui. vous poser. Est-ce que vous habitez déjà sur le territoire? Oui, Pierre d'Archin. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des activités que vous aimez faire sur notre secteur? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire une balade le dimanche au l'étang de Felfourt. Hein. Ok. Une balade ou VTT avec les enfants. Ok. Voilà, c'est des trucs quotidiens. Et puis au Jardin pour la paix, on y va pour les glaces. Elles sont très bonnes. Ouais, c'est Voilà, ça, ouais, super. Et puis, bon là, on en profite. Derrière nous, il y a un super camion. Où c'est qu'on pourra vous retrouver prochainement? Alors, je suis au marché de Beach mercredi, le jeudi à Sarralbe et le vendredi à Sarreguemines. Ok. Et ben, Voilà. on vous souhaite bon courage. Et Merci. puis, j'espère vous recroiser Ouais. sur la route. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, dans ce jardin, de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'année. Pouvez-vous m'en citer quelques-unes? Oui, effectivement, de nombreuses animations sont organisées au niveau du jardin. Donc, celui que les gens connaissent le plus, c'est le 3e dimanche du mois d'avril. C'est le marché aux plantes et aux pots. Oui, effectivement, moi j'y suis tous les ans. Voilà. Je pense que c'est celui qui est le plus connu C'est le au niveau rendez-vous du jardin. incontournable. Incontournable de l'année. Mais tout le restant de l'année, il y a d'autres animations, par exemple des épreuves sportives. Le premier week-end du mois de septembre, il y a un tir à l'arc dans le jardin. D'accord. Il y a quelque chose d'inhabituel, mais Oui. qui fonctionne bien et ça draine aussi pas mal de monde curieux par ce sport qui n'est pas tellement, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la nature. Mhm. Il y a les rendez-vous du jardin aussi, le rendez-vous national le rendez-vous national des jardins qui a lieu le premier dimanche de juin. D'accord. Et toute l'année, il y a les rendez-vous avec le jardinier quand il fait ses visites. C'est le troisième dimanche aussi du mois. Donc ils peuvent suivre Fabrice le jardinier qui leur explique les plantes, qui leur fait goûter les plantes, qui leur dit à quoi servent les plantes. C'est vraiment très intéressant et les gens peuvent lui poser des questions par rapport à des plantations, par rapport à différentes choses, comment on entretient telle plante. Voilà. D'accord. Et pour les scolaires, est-ce qu'il y a des choses de spécifiques d'organiser? Pour les scolaires aussi, dans différents moments de l'année, il y a des choses qui sont organisées, des visites du jardin aussi pour les petits. Mhm. Il y a aussi des ateliers qui sont faits, qui sont organisés pour les scolaires, différentes formes d'ateliers, de création, de choses, de coloriage, de découverte. D'accord, bon, c'est un beau programme en tout cas. Ouais. Vous l'avez cité avant, il y a un concours de tir à l'arc qui est organisé chaque année dans le jardin. C'est un sport de précision qui demande rigueur et concentration. Voyons ce que Tristan nous prépare de son côté. Regardez. Aujourd'hui, je vous emmène prendre de la hauteur. On est ici à Saint-Jean-Rohrbach et on va tester le paramoteur. Je suis avec Michel Schatz. C'est vous qui allez m'accompagner pour ce baptême. Comment ça va se dérouler? C'est quoi les grandes étapes?
D'abord, il va falloir installer le matériel. Là, on est en train de mettre en place le parapente. Je vais devoir contrôler, voir s'il n'y a pas trop de nœuds dans les ficelles. Quand ça sera fait, je l'attacherai à la machine qui est juste à côté. Et d'ici 5 minutes, on va se retrouver en l'air, tout simplement. On avance à 40 km/h. Donc un quart d'heure, on va faire un petit tour, on va monter genre à 700 mètres. Et alors la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir décoller, parce qu'il me semble qu'on est dépendant du vent et des conditions météo, c'est bien ça hein? Oui, alors toute la journée, on a eu des rafales de vent qui étaient plus fortes que celles qui étaient prévues par la météo. On s'attendait quand même à ce que ça se calme dans la soirée. C'est le cas pour l'instant. On est à moins de 20 km/h en rafale. On s'attend pas à ce que ça aille aussi vite. Hein. Là, les chevaux au vent. Ah, on est bien, ouais, super, ça rafraîchit bien. Hein. On a trouvé la solution pour avoir moins chaud cet été. Hein. Et en fait, ça permet de profiter de la vue, on se rend compte un peu la diversité des paysages, de ce qu'on peut avoir, des forêts, des points d'eau, des villages. On découvre vraiment le territoire autrement. Voilà, là maintenant on est en mode parapente. On descend pas vite, on descend à peu près 1 mètre par seconde. Est-ce que tu aimes bien les manèges, toi? Alors en temps normal, oui. Après, à 700 mètres au-dessus du vide, bon. Alors on va se faire un virage à droite un peu plus serré que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Okay. Tu me diras si tu aimes ça ou pas. Oh là là. C'est l'impression d'être dans un grand 8. Bon, finalement, je commence à aimer ça. Si vous aussi vous souhaitez vous essayer au vol en paramoteur, eh bien vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur le site de Moselle.com. Vous aurez remarqué, hein, c'est un petit clin d'œil au nom du département. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller reprendre mes esprits. Merci beaucoup Fabrice et Christiane de m'avoir fait redécouvrir ce jardin. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires d'ouverture et le tarif ? Donc les horaires d'ouverture pendant la basse saison sont de... Alors la basse saison, c'est du 1er novembre à fin mars. Le site est ouvert de 10h à midi et de 14h à 18h. En pleine saison, le site est ouvert toute la journée de 10h à 18h. Et pour les tarifs, Fabrice ? Alors le billet d'entrée est de 6 €. Donc il comprend la visite du musée des techniques faïencières et la visite du jardin des faïenciers. Mais il est également couplé avec la visite du musée de la faïence au centre-ville. Et vous avez également, il est valable 48 heures, pardon. Et vous avez également un pass annuel qui est de 19 € et qui vous permet de visiter le jardin et d'en profiter tout au long de l'année. Moi, ça vaut vraiment le coup. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site des musées de la ville. Et puis moi, de mon côté, je vous dis au revoir et puis sans doute à bientôt. Au revoir. Au revoir. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là! Hop là, c'est la saison des festivals. Il était une fois se déroule tout le mois de juillet dans le Pays de Beach, organisé par la CCPB. Et ça commence vendredi soir à Götzenbrück avec le spectacle Tant bien que mal, un seul en scène pour un hymne à la vie et pour apprendre à dire au revoir. Le festival Les Étendards commence lui aussi ce week-end. Rendez-vous samedi soir à Puttelange pour la pièce de théâtre Liechtenstein, conçue et interprétée par la compagnie Déracinez-moi. Le spectacle est prévu en extérieur, mais sera joué dans l'espace culturel en cas d'intempérie. Ce week-end, il y aura aussi un festival Cœur et Harmonie. Rendez-vous dimanche toute la journée à l'hôtel de ville de Sarreguemines.
Vous pourrez écouter la Chorale du Parc, la Marjolaine, le Chœur d'Homme d'Alsace-Bossu, Opus 57, l'Harmonie de Forbach, la Philharmonie de Diemeringen, l'Entente musicale de Caisse-Castel, l'Harmonie de Saint-Avold, la Musique municipale de Sarreguemines et tutti l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines. Côté concert, rendez-vous à l'X1 samedi soir pour la 5e édition de Summer Live. L'X-Scène assure l'organisation et a à nouveau programmé de nombreux groupes pour séduire le public en faisant vivre la scène indépendante et underground. C'est en participation libre, ouverture des portes à 18h. Enfin, pour le coup de cœur ciné de la semaine, rendez-vous au Cinéma Forum à Sarreguemines pour donner la parole au directeur Jean-Marc Carpels. Alors cette semaine, mon coup de cœur, c'est 13 jours, 13 nuits, la nouvelle réalisation de Martin Bourboulon. Et en fait, ce film s'inspire d'un fait réel assez tragique. Lorsque les États-Unis ainsi que leurs alliés quittent Kaboul en août 2021. Et en fait, le dernier endroit sécurisé reste l'ambassade de France, qui est sécurisée notamment par le commandant Mohamed Bida et ses hommes, superbement interprété d'ailleurs par Roche Dizem. Et en fait, il va essayer d'accueillir ces personnes qui sont d'ores et déjà persécutées par les talibans pour essayer de les exfiltrer au travers de l'ambassade. Et il va organiser un véritable convoi humanitaire jusqu'à l'aéroport, avec l'aide notamment d'une humanitaire interprétée par Lila Koudry. C'est un film fort, poignant, inspiré totalement d'un fait réel qui s'est passé à ce moment-là. Et du début à la fin, on est sous tension. C'est vraiment à découvrir cette semaine. Et ça rappelle malheureusement des passages très très sombres d'Afghanistan lorsque les Alliés ont quitté précipitamment ce pays. Alors, dans un registre plus sympathique, il faut le voir, dans le cadre du dernier jour de la fête du cinéma, qui se termine le mercredi 2 juillet. Et puis pour échapper un tout petit peu à la canicule, puisque le film est déjà très fort en émotion, rappelez-vous que les salles sont climatisées et ça permet un petit moment de fraîcheur. Donc à bientôt dans nos salles. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, notre département est toujours en alerte orange pour canicule aujourd'hui et demain. Mais pour demain, on devrait quand même pouvoir souffler un peu. En matinée, le ciel sera très nuageux avec quelques averses orageuses possibles. Et malgré les températures qui seront nettement plus basses, il fera encore très lourd. Les minimales iront de 17 à 20 degrés et les maximales de 25 à 26 degrés. Demain, nous fêtons les Thomas et il fera jour de 5h32 à 21h39. Passez tous une belle journée et à demain. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08.
La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet.